à vous toutes et à vous tous. Merci d'être fidèles au poste, si j'ose dire, quelles que soient les circonstances. Donc on avait évidemment, vous imaginez bien, une petite hésitation sur le fait de maintenir la soirée des événements nationaux. On l'a maintenu et je pense qu'on a raison. Vous êtes tous là ce soir. Et bien sûr, nous aurions été plus nombreux s'il n'y avait pas eu de grève, mais je pense que c'est important d'être à tous nos rendez-vous. C'est pas la première fois que ça nous arrive, et si on devait annuler à chaque fois qu'il y a une grève, ça ferait un certain nombre d'annulations. Et donc c'est ça aussi la République, c'est la continuité de la vie intellectuelle par-delà les vicissitudes. Donc ce qui est important aussi ce soir, c'est que c'est comme d'habitude filmé, donc ce qui va être dit va, je pense, être regardé aussi par bien des personnes au-delà de la soirée de ce soir. Et bien entendu, comme d'habitude, il y a aussi tout un temps d'interaction qui est prévu. Galia Ackerman devait venir, elle a eu un pépin de santé qui fait qu'elle n'est pas là, donc on a regroupé en une seule table ronde, ce qui va nous permettre d'aller vraiment au fond des choses et donc d'approfondir cette question absolument cruciale. Je vais donc dans un instant évidemment passer la parole, et puis avec Nathalie Florian, je joue le rôle de monsieur et madame Boyer, aussi le nom pluriel, je ne sais pas si ça donne ça. Mais en tout cas, je voudrais d'abord dire à quel point cette question ukrainienne est évidemment fondamentale pour tous, bien sûr, et pour l'institution laboratoire de la République. On a l'habitude de dire, beaucoup disent que finalement cette guerre est en train de cristalliser la nation ukrainienne, par-delà la réponse qu'on donne à la question y a-t-il une nation ukrainienne. Certains disent que la guerre, de toutes les façons, est en train de la forger, un peu comme d'autres guerres ont forgé d'autres nations dans le passé quand il y a eu des guerres d'agression. Ceci doit nous inviter à une réflexion sur la nation, sur la République et la démocratie aussi, puisque là aussi, on voit bien dans les débats, il y a à la fois l'appel à la nuance, l'appel à ne pas être en manichéisme, puisque comme d'habitude, il y a toujours des torts à trouver de part et d'autre, mais en même temps, à savoir bien discerner qui a raison et qui a tort dans une guerre, et ça arrive, et vu de notre point de vue, et on va en parler, il y a évidemment un agresseur et un agressé, et la France ainsi que l'Europe sont aux côtés de l'Ukraine. Et je pense que on voit sur ce sujet que d'ailleurs l'appel à la nuance n'interdit pas de savoir choisir son camp, en l'occurrence le camp de la liberté, et c'est important de le dire. Mais il nous faut fonder cela d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue politique. C'est pourquoi nous avons des invités prestigieux ce soir, qui sont d'ailleurs des habitués du laboratoire de la République. Dans les 3 cas, ils sont déjà intervenus, ils sont parfois présents dans les commissions que nous créons. Je voudrais les remercier tout particulièrement, et en commençant par remercier Nathalie Krikorian de bien vouloir animer ce débat avec moi ce soir. Je voulais remercier Pascal Bruckner, qui était dans cette salle même il y a peu de temps pour présenter son livre, L'ère de la pantoufle, le sacre de la pantoufle, pardon, le sacre de la pantoufle, pour lequel ça, beaucoup d'entre vous se souviennent donc du débat que nous avons eu. Je voudrais remercier Christian Lequel, puisque Christian lui aussi participe souvent aux travaux du laboratoire de la République, et comme spécialiste très reconnu de l'Union européenne et des questions européennes et des questions internationales, nous sommes très fiers de le compter parmi nous et bénéficier de ces lumières. Et puis enfin, Jean-Louis Bourlange, qu'on ne présente pas non plus, selon l'expression, lui aussi fidèle au poste, si je puis dire, et avec qui est compagnon de route, s'il permet l'expression, même s'il est sur la route plus que moi maintenant, et je suis compagnon de fossé, compagnon en tout cas des justes causes. Jean-Louis Bourlange est connu non seulement pour sa dimension intellectuelle, qui malheureusement est relativement exceptionnelle dans le paysage politique, mais aussi pour son authenticité politique. C'est ainsi que je le qualifierais, c'est-à-dire, pour le dire en termes triviaux, il n'a pas sa langue dans sa poche, il n'a pas non plus son cerveau dans sa poche, et nous aurions besoin de beaucoup de Jean-Louis Bourlange dans la vie politique française pour faire vivre la nuance, faire vivre les approfondissements, mais aussi faire vivre le courage et la capacité à faire des choix. Alors je sais ce qu'il est en train de penser, c'est que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était dans sa campagne électorale, où il a croulé sous mes éloges, et on voit d'en être gêné. Les gens ne me connaissaient pas, donc ils ont été accusés.
Et donc, je suis là aussi très heureux de l'accueillir, comme Christian Lequel et Pascal Bruckner. Et donc, sans plus attendre, on va ouvrir ce débat en entrant dans le fond du sujet. Je voudrais qu'on le vive en deux temps, un temps peut-être assez centré sur l'Union européenne et les questions que pose la guerre en Ukraine à l'Union européenne, la façon dont il y a eu, je crois qu'on peut dire, une relative unité européenne et les enjeux qu'il y a derrière tout cela. Après tout, il y a une nation ukrainienne qui est peut-être créée par la guerre, j'emploie le conditionnel. Il y a peut-être aussi une unité européenne que la guerre permet davantage. C'est en tout cas une question qu'il faut se poser. Il faut analyser les forces et les faiblesses de l'Europe dans un tel moment. Et puis dans un deuxième temps, nous verrons la dimension géopolitique mondiale de tout cela, avec des questions cruciales concernant le rôle, par exemple, de la Chine, l'avenir de la Russie, bien sûr, la façon dont l'ensemble des puissances aujourd'hui se positionnent et les gains et les pertes qui vont résulter de cet événement très grave et au milieu duquel nous sommes encore. Évidemment, nous ne connaissons pas l'issue, ce qui nous oblige justement à réfléchir en acteurs engagés. Alors, sans plus attendre, je donne la parole à Jean-Louis Bourlange pour que, justement, sur la partie européenne du sujet, il puisse déjà nous dire son analyse. Est-ce que cette guerre en Ukraine révèle une capacité de réaction de l'Europe à la hauteur de l'événement? Ah oui, c'est pas tout à fait la question que j'ai préparée, mais je vais faire comme Georges Marchais. C'est peut-être pas votre question, mais c'est ma réponse. Non, merci Jean-Michel. Je suis effectivement toujours très heureux de venir participer à ces travaux qui sont, c'est comme les abbayes bénédictines du Moyen-Âge, ça reste des foyers de civilisation au moment où tout fout le camp un peu partout. Et donc on a besoin de ces oasis de réflexion, de rationalisme, d'objectivité, d'impartialité. Donc je suis toujours très heureux de venir ici et de parler devant un public que je sais tout à fait attentif à ses valeurs. Alors, moi, ce que je raisonnais sur le terme, évidemment le thème européen est important, Christian est très fondé à en parler savamment. Ce qui me pose problème, enfin ce qui pose problème à tout le monde, c'est l'analyse de cette guerre dans sa perspective de positionnement de l'Europe et par rapport et de l'Occident, les deux étant à la fois, évidemment, enfin l'Europe est dans l'Occident, l'Europe occidentale, en tout cas l'Union européenne est dans l'Occident, mais ce sont quand même deux réalités distinctes par rapport au reste du monde. Alors les apparences sont extrêmement flatteuses. Les résolutions aux Nations Unies montrent une incapacité de la Russie à mobiliser autour d'elle autre chose que des États absolument invraisemblables, comme la Corée du Nord, la Syrie, l'Iran, l'Éthiopie et le Mali maintenant, enfin vraiment des États qui sont d'une part imprésentables sur le plan idéologique et politique, et en plus totalement dépendants dans une relation de clientélisme très fort par rapport à la Russie. On a donc une apparente solidarité, et en même temps, deuxième point très positif, c'est que, ça c'est très solide, c'est la capacité des puissances européennes et appuyer, et même plus qu'appuyer, stimuler par les États-Unis, de faire preuve d'unité et de vaillance dans cette lutte. Alors, la vaillance, c'est surtout le fait des Ukrainiens. Nous avons un côté en Europe occidentale, passe devant avec la lumière, avec la lampe de poche, je suis avec le revolver. Mais donc ce sont les Ukrainiens qui sont évidemment exposés, mais malgré tout, il y a un démenti total des attentes de M. Poutine, qui était fondé sur, d'une part, la faiblesse de notre réaction
au moment de l'occupation de la Crimée et d'une partie du Donbass, et deuxièmement, et ça a été sans doute un élément essentiel, enfin trois éléments, celui-là, la défaillance d'Obama face aux attaques de Bachar el-Assad aux armes chimiques, et donc la menace non suivie des faits de ne pas laisser franchir des lignes rouges, et troisièmement, effectivement, le retrait absolument désastreux d'Afghanistan. Donc tout ça a donné une impression de faiblesse qui, par rapport à laquelle l'unité, l'endurance et la résistance des États, y compris des États européens, au prix de sacrifices qui ne sont pas le prix du sang, mais qui sont quand même des sacrifices économiques extrêmement lourds, eh bien, cette résistance, au prix de ces sacrifices, a eu lieu et a conduit à une situation qui était tout à fait inattendue pour les Russes, combinée avec l'incroyable défaillance, et alors là totalement imprévue pour beaucoup d'observateurs, de l'armée russe, a conduit à cette situation imprévue, inédite, et de résistance depuis plus d'1 an de la nation ukrainienne, qui a fait preuve évidemment d'un courage et d'une inventivité, d'une intelligence stratégique, tactique, d'une force morale absolument extraordinaire. On est arrivé à cette situation. Donc ça, on se dit, voilà une situation réjouissante. D'un côté, on a 141 ou 142, enfin c'est l'État des 193 qui soutiennent véritablement la condamnation de la Russie pour mépris et violation caractérisée de la Charte des Nations Unies, une invasion totalement injustifiée d'un territoire pour détruire la nation, enfin ce qu'il y a de pire, on n'a pas fait pire depuis la Seconde Guerre mondiale, et tout ça est très bien. Et la réalité est hélas un petit peu différente, non pas sur le plan ukrainien, non pas sans doute sur le plan militaire, on n'en sait rien, mais les amis qui ont été récemment en Ukraine sont revenus avec l'idée que les autorités ukrainiennes étaient gonflées à bloc et tout à fait déterminées et conscientes du fait qu'ils tenaient une capacité de revanche sur l'armée russe assez impressionnante. Mais, quand on regarde évidemment de plus près, on a quand même cet extraordinaire reflux de ce qu'on appelle le reste, hein, l'Est, l'Ouest et le reste, qui est quand même impressionnante, avec des gens qui soit s'abstiennent ou ne participent pas au vote aux Nations Unies, et qui surtout, et ça c'est une marque très importante, ne s'associent en aucune façon aux sanctions économiques, qui ne sont pas évidemment obligatoires, qui n'engagent donc que ceux qui veulent bien s'y associer, et qui permettent, et cette non-association permet effectivement, offre une porte, enfin, une espèce de possibilité de recours à la Russie. Donc on a cette situation. Alors que s'est-il passé? Moi je crois qu'il faut regarder dans la perspective. D'abord, on a un triple de réaction, un triple divorce. Un divorce, ce que Moïse a appelé un divorce émotionnel. C'est évident que notre combat, ce qui nous émeut profondément, ne touche pas un certain nombre de gens qui sont indifférents à la souffrance du peuple ukrainien, sont indulgents, sinon complaisants, à la violation des engagements internationaux par les Russes. Pourquoi? Pourquoi? Essentiellement par ressentiment, et je crois que le ressentiment colonial est extrêmement présent, extrêmement puissant. C'est une affaire qui concerne l'Europe, qui concerne le Nord, donc nous sommes assez loin de tout ça, et c'est une affaire qui met en cause des puissances qui ont été coloniales. Le second aspect du problème, c'est que c'est d'abord, non pas l'Europe, l'Europe c'est la puissance coloniale, et sont aussi les États-Unis
Et les États-Unis, c'est quand même quelque chose qui reste assez antipathique pour un grand nombre de gens. Et il y a l'esprit de Bandung derrière tout cela. Le deuxième divorce est un divorce idéologique. Et il est évidemment tout à fait fondamental parce que nous avons un reflux très très fort de toutes les valeurs auxquelles nous croyons, l'état de droit, la multilatéralité, le respect effectivement de la Charte des Nations Unies et un ensemble idéologique, alors qui ne vient pas de Russie, parce que la Russie est incapable de produire la moindre idéologie mobilisatrice, mais qui vient notamment de Chine et qui vient d'un certain nombre de pays et qui est très sensible. En Afrique, c'est absolument évident que les valeurs qui sont les nôtres, que ce soit au Mali, en Burkina Faso ou ailleurs, sont totalement refusées, repoussées, ne présentent aucune pertinence aux yeux d'un grand nombre de gens. Donc on a ce décalage qui est très profond. Et puis troisièmement, un divorce organisationnel, c'est la mise en cause des Nations Unies, la mise en cause de la Charte, la mise en cause d'une solidarité organisée entre les nations, avec derrière des critiques très précises, comme la mise en cause de ce que nous avons fait en Libye. Moi, j'ai discuté avec le président Macky Sall au Sénégal, et il disait, écoutez, non sans raison d'ailleurs, il disait, ce que vous avez fait, mal fait en Libye, aboutit à ce que les terroristes descendent vers le golfe de Guinée, vers le Sénégal, vers la Côte d'Ivoire, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'États, et c'est entièrement votre faute, et avec la bénédiction, disent-ils, des Nations Unies. Quand c'est le président du Sénégal qui vous dit ça, alors que le Sénégal a toujours joué la carte de la multilatéralité, il y a de quoi s'inquiéter. Donc, et puis d'une façon générale, les valeurs de multilatéralité, les valeurs d'organisation internationale ne rencontrent pas d'adhésion. Donc on a ce phénomène. La deuxième, donc un divorce très profond. La deuxième chose que je veux observer, c'est que cette histoire s'inscrit dans une durée extrêmement précise, qui est la peau de chagrin des espérances idéologiques nées de la fin de la guerre froide. C'est impressionnant de voir comment l'espace pertinent, l'espace légitime, reconnu pour les valeurs qui sont les nôtres, s'est considérablement et progressivement réduit depuis la prophétie non accomplie de M. Fukuyama sur la fin de l'histoire et le triomphe de l'ordre libéral international. On a eu, pour commencer, je crois qu'il faut bien partir de cette idée, c'est quelque chose d'important, on a eu l'échec du printemps, l'échec du printemps arabe et la destruction, la montée de l'islamisme et la destruction des Twin Towers. Alors, nous n'y avons pas prêté l'attention requise parce que les Américains ont géré cette affaire de façon très maladroite en se concentrant sur l'adversaire qui n'était pas le bon, c'est-à-dire en l'occurrence l'Irak. Mais nous avons quand même eu cette opération. Nous avons eu ensuite la transformation profonde de la Chine, sanctionnée en 2013 par l'abandon, la rupture avec la ligne de Deng Xiaoping, la rupture officielle. Je ne dis pas que Deng Xiaoping est un héros des droits de l'homme, Tiananmen c'est lui. Mais malgré tout, on pouvait espérer que derrière l'ordre économique libéral se profilerait un assouplissement politique, chose qui ne s'est pas du tout produite, et au contraire, on a eu reconquête d'une ligne non seulement autoritaire, mais maintenant totalitaire, dans le pilotage de la société chinoise, et une reprise en main autoritaire de l'économie. Ensuite, on a eu M. Poutine, qui a commencé par la Crimée et le Donbass. Donc on a une espèce de reflux, et ce que nous vivons maintenant, c'est le fait que ce combat pour les valeurs, il est chez nous.
C'est un peu comme Napoléon, quoi. On se bat à Châtillon et non plus à Moscou. Et on n'est pas tout à fait à Châtillon encore, ou à Montreux, mais on est... Châtillon, c'est ma circonscription, donc c'est une erreur. Mais Montreux, en tout cas, oui, on est dans une situation qui crut qu'on se battrait pour les valeurs occidentales dans ce périmètre à quelques heures, quelques centaines de kilomètres en réalité de l'Europe occidentale. Donc je crois qu'il faut bien analyser cette peau de chagrin, et j'ai cité tout à l'heure, il faut le rappeler, l'Afrique. L'Afrique, c'est très impressionnant de voir à quel point nos valeurs sont en reflux. Nous avons proclamé, pour la, je crois, 42e fois, la fin de la France-Afrique, donc je pense que chacun a compris, et nous avons en face de nous des gens qui n'hésitent pas à dire « mais vos histoires, vous avez dit maintenant c'était la démocratie, on allait aider les droits de l'homme, etc. » Nous, on prend Wagner. Et quand on fait affaire avec Wagner, c'est un pied de nez à toutes les valeurs occidentales. Donc on a cette affaire-là. Alors, troisième élément, et je termine, comment ça va se terminer? Alors, militairement, je n'en sais rien. Je crois que, raisonnablement, les Russes auront beaucoup de mal à l'emporter, et non seulement je formule le vœu et l'espoir que les Ukrainiens réussissent à reconquérir leur territoire, mais je crois que c'est assez vraisemblable qu'ils y parviendront. Mais au-delà de ça, nous sommes quand même dans une situation de très très grande précarité sur l'ordre du monde. Alors, nous avons en face de nous une Chine qui est totalement déterminée qui mène le combat contre l'Occident, parce que derrière, ce n'est pas l'Europe qui est en cause, ce n'est pas même l'Ukraine, mais ça fait partie d'un combat contre les États-Unis, contre l'Occident, et ce combat va continuer d'être mené avec vigueur. Du côté de l'Inde, on va avoir une situation très complexe. Les Indiens, je reviens d'Inde, sont très agacés, en réalité sans le dire, par la contre-performance de Vladimir Poutine. Ça affaiblit, il s'approvisionne en armement du côté de l'armée russe. L'armée russe n'a pas donné des signes de très grande performance ces derniers temps. Ils sont inquiets, alors ça renforce effectivement les commandes d'armement en provenance de France ou des États-Unis, mais ils sont surtout terriblement inquiets par le renforcement de la Chine par rapport à la Russie, car il est évident que, quand j'ai parlé de la Chine tout à l'heure, je l'avais mentionné, ce qui vous apparaît à tous, que de toute manière, ça sera l'échec de la Russie sera complètement dégradée, elle ne peut pas gagner, même si elle gagnait, elle serait, enfin, elle est vraiment très profondément atteinte, et c'est la Chine qui domine. Ça inquiète beaucoup, ça inquiète évidemment beaucoup les Indiens. L'Iran profite de cette guerre pour se développer, et développer son armement nucléaire, et donc on a une tension extrêmement forte. L'Arabie Saoudite, quand même, j'aurais dû le dire tout à l'heure, mais dans le refus des sanctions, le rôle joué par l'Arabie Saoudite, refusant de s'associer à toute forme d'embargo pétrolier, enfin, l'Arabie Saoudite, songez aux accords du Quincy, le président Roosevelt rencontrant le roi Ben Saoud à bord du Quincy, c'était vraiment un client des États-Unis, et les États-Unis étaient le client de l'industrie pétrolière d'Arabie. C'est totalement fini, on voit que cette affaire est totalement finie. Quant à l'Afrique, on voit bien à quel point il y a une très très grande émancipation. Alors, nous avons nos responsabilités, nous avons commis des erreurs peut-être, nous sommes peut-être trop présents militairement. Nous sommes présents militairement, ça nous coûte cher, ça ne nous rapporte rien. Les Chinois et les Turcs sont présents, ils font des hôpitaux payants, des aéroports payants, et tout le monde dit « Ah, quelle contribution magnifique au développement !» Donc il y a quelque chose, il y a un truc qui nous échappe, là, on n'est pas super malin. Donc on a toute cette situation, et reste la question européenne, et la question européenne, elle est quand même très, très complexe, parce que nous avons certes fait preuve d'unité, de solidarité, mais d'abord, qu'aurions-nous fait sans les États-Unis? Si on était à l'époque de M. Trump,
Et si M. Trump, compte tenu de ses affinités avec M. Poutine, avait décidé que c'était une affaire qui ne le concernait pas vraiment, on aurait fait des grands communiqués en faveur de l'Ukraine, on aurait accueilli des réfugiés, on aurait eu des réunions extrêmement apitoyées, mais nous n'aurions pas résisté. C'est quand même parce que les États-Unis étaient derrière, et la contribution à l'effort de guerre ukrainien des États-Unis est évidemment considérable, que ça s'est fait. Du coup, nous avons de notre côté des problèmes, trois sortes de problèmes. Nous allons accueillir l'Ukraine et renforcer le pôle oriental de l'Europe occidentale, et c'est très important parce que c'est l'Europe de la vaillance qui va rejoindre l'Europe du droit et l'Europe des bons sentiments. Enfin, on met un tigre, plusieurs petits tigres, en tout cas des panthères, enfin je ne sais pas, dans notre moteur, et ça existe. Mais en même temps, nous ne savons pas du tout comment nous organiser. Alors, nous allons avoir une tension, mais ça, je crois que la tension va se résoudre entre ceux qui veulent aller plus loin, qui n'iront pas si loin que ça, et ceux comme les Allemands, les Français, les Italiens et les Espagnols qui veulent que l'Ukraine soit libérée, mais qui ne veulent pas aller beaucoup plus loin. Mais ce qui sera mis en cause, c'est le mode d'organisation de l'Europe. Deuxièmement, et c'est très important, quelle sera la nature de la relation entre l'Europe et l'Occident. Pour l'instant, notamment sur le plan de la sécurité collective, c'est extrêmement difficile d'analyser ça, parce que l'OTAN n'a jamais obéi au Twin Pillar Concept qui avait été inventé par McNamara et Kennedy, deux piliers, un pilier européen et un pilier américain. Ça n'a jamais été comme ça. La véritable organisation de l'OTAN, c'est plus ce que disait M. Holbrooke, c'est-à-dire America as a European Power, c'est-à-dire l'Amérique au cœur de l'engagement européen. C'est la présence américaine qui a permis aux Allemands d'accepter les Français, et aux Français d'accepter les Allemands, et aux Néerlandais d'accepter les Français et les Allemands. Et donc, c'est un maillage extrêmement serré. Et l'OTAN, et c'est au niveau de l'OTAN que s'organise effectivement la rationalisation de l'effort de défense. Or, ça, bon, on a vécu comme ça, on a défendu la liberté comme ça, mais qu'est-ce qui se passe si demain on a un président isolationniste américain qui ne veut pas en entendre, qui ne veut pas s'engager? On a une très grande difficulté à organiser, dans le cadre de l'OTAN, en tout cas dans le cadre d'une solidarité avec les États-Unis, d'organiser une défense plus autonome. Là, il y a une interrogation profonde dans laquelle les Français et les Allemands n'ont pas la même approche. Les Allemands, moi j'ai le sentiment que ce qui caractérise les Allemands, enfin, donc je dis, troisième élément d'incertitude, les rapports avec la Russie et la Chine. Bon, la Russie, c'est vraiment très compromis, quoique en Allemagne, il y a encore beaucoup de gens qui se disent ça va passer, ça va revenir. Alors, effectivement, nous voulons une pacification de la relation avec la Russie une fois l'Ukraine libérée de son occupant, et probablement Poutine remplacé, on ne sait pas par qui. Enfin, on suppose a priori, mais c'est tout à fait, enfin, c'est une hypothèse, c'est tout, que ce pourrait être un pouvoir un peu plus doux, alors qu'en réalité les prévisions les plus réalistes sont que ce serait un pouvoir un peu plus dur. Enfin, même, il y a donc cette espérance qui continue d'exister en Russie, et surtout, il y a la volonté allemande de maintenir des relations étroites sur le plan économique, commercial et donc politique avec la Chine. Et l'attitude allemande, c'est un peu de dire, bon, il faut faire le gros dos, comme d'habitude, face à une situation, face à un problème qualitatif, on fait une réponse quantitative, donc on met de l'argent sur la table pour la défense. Les Américains sont d'ailleurs fondés à nous dire que nous ne faisons pas l'effort nécessaire, nous mettons de l'argent sur la table, et une bonne partie de cet argent permettra d'acheter du matériel américain, c'est bien ce qu'on leur doit. Et en contrepartie, ils vont nous ficher la paix, et on va continuer à faire du business as usual avec la Chine, alors que
Donc il y a à la fois un hyper-atlantisme et un tropisme chinois de la part d'une partie de la société allemande, alors même qu'il y a une tension très profonde entre les États-Unis et la Chine. Nous avons une voie moyenne, nous essayons de définir une voie moyenne, mais nous ne sommes pas entendus. On a parlé d'OTAN en mort cérébrale, c'était une erreur de diagnostic. Le diagnostic, c'était que l'OTAN était en coma profond. Le coma, on en sort, la mort cérébrale, coma à la faveur de l'Ukraine, mais maintenant il s'agit de développer une organisation qui soit autonome, avec un peu plus, certes on continuera d'acheter du matériel américain, il ne s'agit pas de faire des ruptures complètes, mais il s'agit aussi d'assurer le développement des industries d'armement européennes, françaises, allemandes ou autres, et donc une organisation moyenne, et sur la Chine, avoir une ligne qui est un peu différente de celle des États-Unis, qui est moins confrontationnelle que celle des États-Unis, mais qui est quand même plus vigilante en termes de réciprocité que celle des Allemands. Alors ça fait un problème organisationnel, comment organiser cette Europe élargie avec des puissances qui seront très souverainistes et qui répugneront à la discipline communautaire, comment organiser la sécurité, comment organiser les relations entre les États-Unis et l'Europe. Ça, ce sont des très grandes incertitudes. Et moi, ce qui me frappe, et je termine par là, ce qui me frappe, c'est l'extrême difficulté où nous sommes de penser véritablement ces problèmes. Donc oui, l'Ukraine a réveillé l'Europe occidentale. Oui, nous avons, dans la mesure de nos moyens, alors je ne vais pas insister, faire le bilan, nous avons apporté, les Européens et surtout les Américains, mais tous ensemble, nous apportons et nous continuerons d'apporter à l'Ukraine les moyens de reconquérir sa souveraineté. Mais non, nous ne sommes pas sortis, et au contraire, nous sommes plutôt entrés dans une phase accrue de marginalisation par rapport au reste du monde. Nos positions en termes de valeurs, en termes d'intérêt, en termes de présence géopolitique dans le reste du monde, nos positions sont en déclin permanent, constant et généraux, et c'est un problème très grave. Et il me semble que la seule réponse à cela, c'est une organisation accrue, une unification accrue de l'offre européenne, et une capacité donc, parce que ça reste plutôt que la confrontation entre l'Europe de l'Ouest et la nouvelle, ce que Rumsfeld appelait la nouvelle Europe, c'est toujours la relation franco-allemande. Il s'agit de savoir si nos amis allemands sont capables de passer du stade d'une Europe bisounours, d'une Europe bienveillante et d'une Europe commerciale, pas du tout bisounours, mais d'une Europe grand marché commercial, à une Europe véritablement géopolitique. Nous sommes toujours demandeurs d'une Europe géopolitique, et les Allemands nous disent toujours, commencez par mettre de l'ordre dans vos affaires financières et économiques, et on en parlera plus tard. Bon, et ça, c'est quand même une tension très forte. Là, nous avons un vrai défi, et je ne suis pas sûr que dans les forces qui actuellement sont présentes sur le plan, ne serait-ce que de la politique intérieure française, ce discours-là, discours de vaillance et de liberté, pour parler comme Thucydide, discours d'unité de l'Europe, discours de résistance à la Russie et discours d'indépendance amicale à l'égard des États-Unis, que ce discours-là soit le discours dominant d'une société qui est de plus en plus polarisée par des radicalités extrêmement préoccupantes, tant à gauche qu'à droite. Donc voilà, c'est plutôt un message d'inquiétude que je vous délivre ce soir, même si je pense que nous n'avons pas à rougir de ce qui a été fait depuis un an, et que selon la formule, enfin, il faut pas la formule justement, parce que nous ne pouvons pas dire, comme Guillaume le Taciturne, que nous n'avons pas réussi. Cette affaire a été bien menée jusqu'à présent, mais nous devons absolument persévérer. Mais au-delà de cette persévérance, nous devons nous poser clairement le problème de l'organisation du continent européen sur des bases sans doute renouvelées, où nous passerons du stade du grand marché au stade géopolitique. Et ça dépend vraiment de notre capacité
à convaincre, notamment, pas exclusivement, mais notamment nos amis allemands. Je n'ai pas parlé des Espagnols, j'ai focalisé sur l'Allemagne, mais c'est un problème qui concerne tout le monde. Voilà le message que je vous délivre, un peu confusément, excusez-moi, mais je crois, qui me hante un peu, parce que je crois qu'on n'est pas à la fête quand même. Hein. Merci Géry. Et ça fait la transition toute trouvée avec ce que va dire maintenant Christian Heckel sur l'Europe, peut-être de manière centrée justement sur les institutions européennes, mais aussi sur la réaction de chacun des pays européens, à commencer par l'Allemagne. Donc cette Europe, est-ce qu'elle est à la hauteur des circonstances? Et surtout, dans la perspective de ce que vient de dire Jean-Louis Bourlange, quelles nouvelles perspectives sont dressées pour une éventuelle Europe géopolitique, pour prendre ces termes? Merci beaucoup Jean-Michel, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi également d'échanger dans le cadre du laboratoire de la République. Comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas tellement de lieux où finalement on peut se retrouver avec des gens qui ont encore un peu de raison et qui ne s'expriment pas simplement sur la base de leurs émotions, car nous sommes dans des sociétés profondément émotionnelles. Alors, je partage d'abord le constat qui a été fait par Jean-Louis sur la réaction de l'Europe qui a beaucoup de points positifs. D'abord, 9 paquets de sanctions quand même que nous avons votés à l'unanimité, y compris M. Orban d'ailleurs, qui a toujours voté toutes les sanctions. C'est une des caractéristiques d'ailleurs des populistes en politique étrangère. Ils font beaucoup de bruit, mais souvent ils rejoignent le rang quand il s'agit des décisions concrètes. On commence à avoir beaucoup de travaux maintenant comparatifs sur le populisme et les politiques étrangères en sciences politiques. Deuxièmement, l'aide que nous avons été capables d'apporter, bien sûr l'aide militaire américaine est absolument fondamentale, mais il y a aussi une aide de l'ensemble des pays européens, et même une aide d'ailleurs, c'était presque inespéré, du budget de l'Union européenne à des fins militaires. C'est la première fois que c'est arrivé. Et puis j'ajouterais, troisième point, si vous m'aviez posé la question au mois de juillet dernier, quid des opinions publiques, notamment dans un pays comme la France, et du soutien à l'Ukraine, j'aurais dit tout ça va diminuer très très vite parce que inflation, montée des prix de l'énergie, etc. Les partis populistes dont nous connaissons tous la complaisance, même si actuellement ils ne peuvent pas le dire ouvertement à l'égard de la Russie, vont essayer d'exploiter cette situation. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Quand on regarde les sondages d'opinion, on se rend compte que le soutien des populations à l'Ukraine reste très important dans les pays de l'Union européenne, y compris en France, en Allemagne et en Italie. Alors ça, c'est pour le tableau, disons, positif. Maintenant, je pense qu'il y a des sujets de préoccupation qui sont importants pour l'avenir. Le premier point, c'est quand même la question du leadership de l'Europe. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, si vous voulez, dans cette affaire ukrainienne, c'est que les grands États membres, que ce soit la France, l'Allemagne ou l'Italie d'ailleurs, sont quand même sortis relativement décrédibilisés suite à leur position de départ vis-à-vis du conflit, et notamment cette idée qu'il fallait parler avec la Russie, etc. Enfin, on connaît bien tout ça, pour des raisons d'ailleurs tout à fait différentes. Hein. Dans le cas de l'Allemagne, c'était l'idée qu'on allait pouvoir négocier ad vitam aeternam la question de l'indépendance énergétique. Dans le cas de la France, c'est autre chose. Le cas de la France, c'est
l'idée que finalement la France est un grand pays et que les grands pays savent parler aux autres grands, surtout quand ils sont membres du Conseil de sécurité, qui sont des puissances nucléaires, etc. Alors que tous ces petits pays d'Europe centrale et orientale sont fort sympathiques, mais quand même, c'est pas eux qui comptent. Tout ça nous renvoie à notre propre image de nous-mêmes, en quelque sorte. Mais tout ça nous a quand même décrédibilisé, les Français et les Allemands. Il ne faut pas oublier que notre image dans une Europe qui s'est élargie, notre légitimité en a pris un coup. Hein. Et ça, c'est un premier sujet, je crois, d'inquiétude, parce que je partage tout à fait l'idée que si on veut aller de l'avant, non seulement sur cette question ukrainienne, mais de manière plus générale dans le développement de l'intégration, on a besoin d'une relation franco-allemande qui soit forte. Et à ça s'ajoute le fait que entre la France et l'Allemagne, actuellement, on a tout un tas de sujets de divergence. Je pense que ça va au-delà du fait que le président de la République et le chancelier ne s'entendent pas très bien. Il y a des vrais problèmes structurels, il y a une crise de confiance qui est très forte entre Paris et Berlin en ce moment, et qui est rendue aussi beaucoup plus complexe par la segmentation du pouvoir à Berlin. C'est très très difficile, enfin, il a toujours été très difficile, si vous voulez, de savoir quelle était véritablement la position allemande, parce que c'est une position qui a toujours été segmentée. Hein. Mais là, elle l'est particulièrement. Le travail des diplomates européens à Berlin est extrêmement compliqué actuellement, puisque si vous allez au ministère des Affaires étrangères, il faut immédiatement aussi aller à la chancellerie et vous assurer que entre les Verts et le SPD, il va y avoir une possibilité de dialogue et vous ne savez jamais véritablement. Donc ça, c'est le premier point qui me soucie un peu. Le deuxième point, c'est ce que Jean-Louis a dit sur, dans le fond, l'avenir géopolitique et en particulier notre modèle de défense et de sécurité commune. L'idée de l'autonomie stratégique européenne, qui est une idée très française, mais qui, à l'époque du précédent président américain, pouvait avoir une certaine crédibilité, même si les Allemands, dans le fond, n'y ont jamais tellement cru. Ils faisaient semblant un peu de dire, voilà, oui, effectivement, il y a un problème à Washington, mais on peut attendre. Hein. Certains ont appelé ça la patience stratégique. Mais nous, on a toujours été beaucoup plus proactifs parce qu'aussi notre histoire est différente. On a eu le général de Gaulle dans notre histoire, et notre rapport aux États-Unis n'est pas du tout le même. Et cette idée, elle est un peu morte en ce moment, hein, et la légitimité de l'OTAN est très très forte. Et là, je partage absolument ce qui a été dit. S'il n'y avait pas eu l'intervention des États-Unis d'Amérique, qu'aurions-nous fait concrètement en tant qu'Européens? Effectivement, nous aurions fait des communiqués, nous aurions donné toute l'aide financière que nous donnons déjà, mais il est vraisemblable que malgré tout son héroïsme, l'armée ukrainienne n'ait pas réussi à tenir le coup comme elle le tient actuellement. Et il y a un pouvoir d'attraction de l'OTAN qui est très fort. La meilleure preuve, c'est que deux pays neutres de l'Union européenne, la Suède et la Finlande, souhaitent rejoindre l'OTAN. Et pour ce qui est de la Finlande, c'est une neutralité relativement récente, elle date de la guerre froide, mais pour ce qui est de la Suède, c'est autre chose, c'est une neutralité historique qui date de plusieurs siècles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte pour essayer de relancer l'Union européenne? Bon, ben la première chose, difficile de dire si on aura une paix, peut-être qu'on n'aura jamais de paix négociée d'ailleurs. Il y a un scénario tout à fait envisageable, c'est qu'on ait une espèce de grand conflit gelé en Ukraine. Voilà, auquel cas, la question c'est pas la paix, mais c'est de savoir où passe la ligne
démarcation. Michel Duclos avait fait un papier il y a quelques mois où il faisait une comparaison avec la guerre de Corée en disant voilà, c'est un peu le scénario guerre de Corée. Mais en tout cas, si nous voulons compter, je pense qu'il faut une unité de l'Europe. Il n'y a pas d'autre choix. Car si nous avons des positions différentes sur les scénarios de paix, bien à ce moment-là, nous ne serons pas à la table. Et je pense que c'est une erreur stratégique grave de penser que parce qu'on aurait un dialogue avec Poutine, qui serait un peu privilégié, etc., on va vous appeler le moment venu pour vous mettre autour de la table. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce qui compte, c'est véritablement la capacité à exprimer une position qui soit une position d'un ensemble fort. Et donc, il faut que sur les conditions de la paix, on ait une véritable réflexion européenne. Et effectivement, nous n'avons pas de consensus là-dessus, hein, entre les Polonais et les Baltes qui pensent qu'il faut la défaite totale de la Russie et les Français, les Allemands, les Italiens qui sont prêts à accepter, disons, voilà, une carte ukrainienne qui soit un peu amputée si c'est la condition de la paix. Deuxièmement, il faut que nous réfléchissions aussi aux pays de l'Est du continent qui veulent nous rejoindre en quelque sorte. Et je pense que là, nous sommes confrontés à un vrai sujet, c'est-à-dire que la guerre en Ukraine a clairement relancé le sujet de l'élargissement. D'ailleurs, il faut travailler sur l'élargissement de l'Union européenne à nouveau. Quand je dis élargissement, c'est pas seulement Ukraine, Moldavie, Géorgie, mais c'est aussi les Balkans occidentaux. N'oubliez pas que ces pays sont candidats parfois depuis presque une vingtaine d'années. Et il va falloir que nous trouvions des réponses à cela. Je crois que la communauté politique européenne était une bonne idée, mais ce n'est pas une idée suffisante. Hein. Et du reste, d'ailleurs, je constate que la communauté politique européenne, on a, suite à la réunion de Prague du mois d'octobre dernier, décidé aussi de la déconnecter de plus en plus de l'élargissement. Et il va de soi que la question d'élargissement, c'est le point qui préoccupe nos voisins de l'Europe de l'Est et du Sud-Est. Et pourquoi n'est-ce pas un sujet facile? C'est tout simplement parce que la situation de l'état de droit dans ces pays est très mauvaise, très mauvaise. Les rapports de la Commission européenne, le dernier était le mois d'octobre dernier, le montrent. On a des niveaux de corruption qui sont incroyablement hauts, mais en même temps, il y a un enjeu géopolitique, c'est-à-dire que si jamais ce n'est pas l'Europe qui fait le pas pour essayer de trouver une forme de conciliation et donc d'intégration, eh bien, il va de soi que d'autres s'en chargeront. Et si on prend les Balkans occidentaux, nous savons tous ce qu'est l'activisme de la Russie en Serbie, mais aussi l'activisme de la Chine partout, et l'activisme de la Turquie dans des pays comme la Bosnie-Herzégovine, voire l'Albanie d'ailleurs. Hein, voilà. Donc il faut qu'on y réfléchisse. Moi, je pense que de toute façon, le processus est lancé et on est presque aujourd'hui devant un fait accompli. Ça, c'est tout à fait lié à la guerre en Ukraine. S'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, la situation serait fort différente. On aurait, à mon avis, un élargissement qui serait encore un peu sous le tapis. Là, ça n'est plus le cas. Donc, il faut voir comment faire. Y aller avec les Allemands, la relation franco-allemande actuelle n'est pas bonne et pas sûr que ça marche véritablement. Mais en tout cas, il faut aussi que la France comprenne qu'il y a un enjeu là. Il faut avoir
un discours politique sur l'élargissement. Moi, je sens beaucoup de réticence du côté français à avoir un véritable discours politique sur cette question. D'où d'ailleurs l'idée de la communauté politique européenne, mais encore une fois qu'on a réussi à utiliser pour un dialogue stratégique incluant la Turquie, la Grande-Bretagne, et tout ça a son utilité. Peut-être faudra-t-il d'ailleurs qu'on réfléchisse aussi, et je termine là-dessus, à la méthode. Et je vois des questions, Jean-Louis suit ça depuis plusieurs décennies, mais qui sont exactement les mêmes que celles qu'on avait dans les années 90, c'est-à-dire est-ce qu'il faut qu'on fasse un noyau dur fédéral, avec qui pour éviter la dilution, est-ce qu'on doit aller vers des formes d'intégration différenciées, c'est-à-dire faire d'abord entrer ces pays dans le marché intérieur, puis après leur donner les fonds, si on voit qu'ils respectent l'état de droit pour aller plus loin, un commissaire, enfin vous voyez, il y a tout un tas de scénarios. Un ancien directeur de la Commission européenne qui s'appelle M. Pierre Mirel, qui est un Français qui fait des scénarios très, très intéressants là-dessus. Voilà, mais on a toute cette réflexion conceptuelle à mener, et moi je pense que si on s'oriente vers le noyau dur, ou quelque chose du forme de noyau dur, il faut bien sûr que la France y soit proactive, mais je crois que ça n'est pas seulement avec l'Allemagne, il faut un groupe plus large, y compris d'ailleurs des pays d'Europe centrale. C'est là où les élections polonaises du mois de septembre seront importantes. Je m'arrête. Le problème du noyau dur, c'est qu'aujourd'hui, c'est la périphérie qui est dure. Absolument. Donc il faut qu'on inverse en quelque sorte la situation. Et je disais donc que je pense que les Polonais ont leur utilité dans tout cela, mais voyons ce que donnent les élections du mois de septembre. Ceci dit, je ne suis absolument pas certain que les libéraux gagneront ces élections. Je m'arrête là. Bon. Merci pour ce premier volet de réflexion. Bonjour à tous. Écoutez, j'ai envie de dire que, au fond, on va rebondir sur la deuxième série de réflexions que l'on souhaite aborder aujourd'hui ensemble. C'est une question cela porte sur la question d'un monde en recomposition. Alors, monde en recomposition, ça nous permet de rebondir sur ce que les deux intervenants, Jean-Louis Bourlange et Christian Lequesne, ont déjà abordé. Mais j'ai envie de dire que nous allons que plutôt Pascal Bruckner va mettre une focus sur la question, au fond, la guerre actuelle ou l'invasion de l'Ukraine par la Russie est-elle en train de devenir le révélateur d'une désoccidentalisation du monde, et envisager aussi de mettre le focus sur une modification pérenne du système de nos relations internationales. Voilà, donc je passe la parole à Pascal Bruckner. Merci. Écoutez, c'est dur de passer après deux intervenants aussi brillants, mais mon point de vue est celui d'un observateur, pas d'un professionnel. D'abord, cette guerre me rappelle beaucoup la guerre des Balkans, avec un bémol important, c'est que dans la guerre que les Serbes ont menée contre les autres États de l'ex-Yougoslavie, la France avait pris le parti de la Serbie et s'était laissé séduire par la rhétorique victimaire de Milosevic et des nationalistes serbes. Mais dans le cas de Poutine, la métaphore nazie a fait pchit tout de suite. Personne n'a cru que les Ukrainiens étaient les descendants de la Wehrmacht et des SS. Et c'est quand même une preuve de lucidité. Les esprits ont réfléchi entre-temps. Et quand même, il faut saluer, ça a déjà été dit, mais il faut redire, l'Europe a bien réagi. Et je pense que d'une certaine façon, l'Ukraine nous a réveillés et nous a sauvés. De la même façon, l'Ukraine a sauvé les États-Unis, parce qu'en décembre 2021, on ne donnait pas cher de l'oncle Sam. Il y a eu la débâcle de Kaboul, dont a parlé Jean-Louis. Les États-Unis étaient en point une sorte de guerre civile interne. Donald Trump était encore un danger, il sera peut-être bientôt sous les verrous.
Et le Parti républicain montrait des signes de sympathie envers tous les dictateurs de la planète et surtout Poutine. Et l'Ukraine a donc permis aux États-Unis de redorer leur blason sans perdre un seul soldat. Simplement, les États-Unis ont fait un bon choix, qui est d'ailleurs conforme en général à leur politique extérieure. Ils ont choisi le pays opprimé et ils ont décidé des livraisons d'armes massives. Et la parole qu'a prononcée Lloyd Austin, donc le secrétaire d'État à la Défense, lorsqu'il est allé en Ukraine, je crois que c'est en avril 2022, il faut d'une défaite russe. Je pense que cette parole est claire, elle est nette, et c'est celle à laquelle, me semble-t-il, nous devons nous tenir. Il est impératif que les Ukrainiens gagnent cette guerre, et plus ils gagneront vite, plus la paix pourra revenir. Alors, qu'appelle-t-on une victoire ukrainienne? Je pense que au moins la reconquête des territoires perdus depuis le 24 février de l'année dernière me semble un minimum. Ensuite, il y a le Donbass. Quant à la Crimée, c'est un point d'interrogation. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Et du jour où les canons ukrainiens menaceront Sébastopol et le pont de Kerch, je pense qu'à ce moment-là, les Russes seront peut-être incités à plus de prudence et seront conscients qu'ils ont perdu la guerre et qu'ils doivent en quelque sorte négocier avec le pays qu'ils voulaient effacer de la carte, puisque selon eux, les Ukrainiens étant leurs frères, ils ont le droit de les tuer jusqu'au dernier, au nom de cet idéal sanglant prononcé par la Révolution française, sois mon frère ou je te tue, et comme tu es mon frère, j'ai le droit de te tuer. Donc il me semble que la condition primordiale, c'est une livraison massive d'armes aux Ukrainiens, de renseignements militaires également, pour que la fortune des armes joue en leur faveur. Et si la fortune des armes joue en leur faveur, elle jouera en notre faveur. Car au fond, notre sort dépend aujourd'hui de ce pays qui aura, au sortir du conflit, la plus forte armée de l'Europe, aguerrie, de même que la Pologne est aujourd'hui le pays probablement le mieux armé d'Europe, alors que personnellement, je ne crois absolument pas, mais pas une seconde, aux fanfaronnades du chancelier Scholz sur le réarmement allemand. Ça me paraît être une farce à laquelle personne ne peut croire. Les Allemands peuvent mettre 100 milliards d'euros sur la table, avoir des chars rutilants et des avions de combat de dernière génération. Ils n'auront plus jamais la mentalité qui fait une armée. Une armée, c'est un mental, c'est un esprit, c'est une volonté. Nous l'avons, Dieu merci, encore en France. Les Britanniques l'ont encore, Dieu merci. Les Allemands ne l'auront plus jamais. Pour reprendre un célèbre poème de Prévert, le père faisait la guerre, le petit-fils fait des affaires. Il fera des affaires jusqu'à la fin des temps. Les Allemands ne peuvent plus compter sur les Allemands pour nous défendre. Je rappelle que dans les statuts de la Bundeswehr, les soldats ont le droit de se désolidariser en cas de combat s'ils estiment que le combat est injuste. Et je vois mal, effectivement, les chars de la Bundeswehr déferler sur les plaines russes. Ça me paraît quelque chose d'inconcevable. Donc, plaçons-nous dans le scénario d'une victoire ukrainienne, qui évidemment donnera ensuite lieu à toutes sortes de tractations et de négociations. Il me semble que nous pouvons, dans une vision très optimiste, imaginer une nouvelle chute du mur. Parce que derrière la Russie, Jean-Louis Bourlange l'a dit, il y a la Chine, il y a l'Iran, il y a toutes les dictatures du monde entier, l'Algérie, l'Érythrée, le Nicaragua, le Venezuela, tous les pays dont le système démocratique laisse quelque peu à désirer. Et si la Russie est vaincue, et si les Chinois s'aperçoivent que leur grand allié, leur ami de toujours, leur cher voisin est en réalité un tigre de papier, ils réfléchiront à deux fois, et cela fera réfléchir aussi les pays du Sud global, comme on les appelle, et qui d'ailleurs ne sont pas tellement des pays du Sud, parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la Chine soit un pays du tiers-monde, comme on l'a dit autrefois. L'Inde est une grande puissance, et comme vous l'avez rappelé très bien, l'Inde est absolument terrifiée par l'alliance entre le Pakistan et la Chine, et les Indiens, tout non alignés qu'ils soient, et même s'ils continuent d'acheter des armes aux Russes et du pétrole, savent bien que leur principal danger vient de Pékin et non pas des États-Unis. Et donc la stratégie, à mon avis, très intelligente de la France, la stratégie des Rafales qui a été menée par Jean-Yves Le Drian à New Delhi,
devrait effectivement permettre d'infléchir la position indienne, même si officiellement, New Delhi est toujours favorable à la Russie. Quant à l'Afrique, puisqu'on a très peur de la réaction africaine, alors il se développe aujourd'hui quand même en Afrique subsaharienne un discours anti-français dont je dois dire que pour moi, il relève de la farce. La semaine dernière sur LCP, on a eu une semaine sur l'Afrique où tous les intellectuels d'Afrique subsaharienne nous expliquaient que la France était la grande puissance coloniale qui mettait à genoux le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, le Niger, que les pêcheurs français pillaient les ressources halieutiques du Sénégal. Et je me dis, tiens, c'est curieux, j'ai dû faire un voyage dans le temps, parce que je ne suis plus en 2023, je suis en 1950. Et face à ce discours d'accusation contre la France, nos élites, notamment les journalistes, réagissent par des réflexions profondes en se disant « Ah oui, c'est vrai, peut-être qu'effectivement nous sommes trop condescendants, nous sommes trop méprisants. » C'est sans doute vrai, par ailleurs. Et c'est bien sûr que Serval et Barkhane ont duré trop longtemps. Nous aurions dû partir depuis pas mal d'années. Mais en réalité, ce que les Africains nous disent, et c'est ça qu'il faut, je pense, essayer de comprendre, c'est qu'ils nous méprisent, non pas parce que nous les opprimons, mais parce que nous sommes faibles, et qu'à l'image d'une France qui était puissante, succède une France qui est à genoux, et qui ne cesse de s'excuser, de demander pardon. Si les Africains acceptent les demandes exorbitantes des Russes et des Chinois, si le Mali, le Burkina Faso, le Centrafrique acceptent que Wagner vienne piller les ressources du pays, violer les femmes, tuer les populations et se produisent comme une puissance occupante, c'est bien parce qu'il y a une fascination dans ces pays-là pour la force brute et qu'au fond, si nous changeons un peu de logiciel, nous devrions peut-être aussi avoir une meilleure image, mais ne cédons pas surtout aux sirènes de l'autoflagellation. Je crois que ce serait le pire que nous puissions faire à l'égard de ces régimes dont le but avoué, toutes ces cliques militaro-affairistes, le but avoué, c'est de piller leur pays en toute bonne conscience. C'est pour ça que la démocratie, les droits d'homme ne les intéressent pas du tout et qu'au fond, ils veulent se débarrasser des derniers restes de la présence française. Mais ce qui est étonnant, au fond, si on était un peu cynique, on devrait dire aux Maliens, aux Centrafricains, aux Burkinabés, vous aimez la Russie, vous adorez la Chine, mais pourquoi n'allez-vous pas orienter vos migrants? La Russie est un pays formidable, les gens ne sont pas du tout racistes, ils adorent les Africains, ils vous accueilleront les bras ouverts, il y a des ressources, il y a beaucoup de place. Quant aux Chinois, on connaît évidemment leur sens de l'hospitalité, mais je vous en prie, alors évidemment on peut leur demander pourquoi continuez-vous à venir en France massivement alors que ces deux grandes puissances exercent sur vous une fascination qui est une fascination tout à fait évidemment inquiétante sur ce plan-là. Et donc je pense que selon la théorie des dominos, si l'Ukraine met la Russie à terre, alors reste à savoir comment. Si Poutine est évincé, au profit de qui, évidemment vous l'avez vous demandé avec intérêt, si nous réussissons, et je pense que c'est un élément très important, à prendre langue avec les opposants russes, vous savez que les oppositions russes sont extrêmement divisées, il y a Khodorkovsky, il y a Gasparov, il y a aussi Navalny, ils se détestent entre eux, et même quand on va à Kiev, on se rend compte à quel point les opposants russes sont détestés, mais en tout cas, s'il devait y avoir un très mince espoir de libéralisation du régime, ce serait à travers les oppositions, plus qu'à travers des gens comme Prigojine ou Kadyrov, dont on peut penser d'ailleurs qu'en cas de défaite, la vie ne tiendra plus qu'à un fil, puisque vous savez à quel point on pratique en Russie l'accident qui tombe à point, le suicide bienvenu, la crise cardiaque heureuse, et donc on peut penser qu'effectivement les gens qui ont à la fois aveuglément servi Poutine et dont on s'y critiqué disparaîtront. Et donc il me semble que effectivement tous les problèmes soulevés par les deux intervenants sont exacts. Et donc pour conclure, je dirais très brièvement, je ne suis pas sûr que nous devions nous abîmer dans un tête-à-tête interminable avec notre voisin allemand. L'Allemagne sera toujours là. Nous nous épuiserons à déchiffrer les volontés de ce voisin qui effectivement a des velléités d'indépendance vers l'Est.
Et il me semble qu'aujourd'hui, l'intelligence stratégique consisterait pour la France à prendre langue avec la Pologne, avec les pays baltes, avec des pays qui sont sur la ligne de front, et dont il faut bien admettre que depuis 20 ans, ils nous avertissent sans relâche du danger russe, que nous n'avons pas voulu voir, ainsi que les Norvégiens, ainsi que les Finnois, ainsi que les Suédois. Je me souviens d'une très bonne série norvégienne qui est sortie en 2010, qui s'appelait Occupied, écrite par John Esbo, qui est un auteur de romans policiers, où les Norvégiens imaginaient que la Russie allait en quelque sorte faire un coup d'État à Oslo et occuper la Norvège. Et d'ailleurs, la diffusion de cette série a été très mal vécue par les Russes, évidemment, qui ont protesté de leur vertu, de leurs bonnes intentions. Et donc, je pense qu'il faut effectivement se rapprocher de ces pays, même si certaines de leurs dispositions législatives peuvent nous heurter, et puis rester dans une image à la fois très simple mais très efficace. La Russie est aujourd'hui notre ennemi. Il faut le dire textuellement. Nous ne pouvons pas le dire au niveau politique peut-être, mais nous, dans la société civile, la Russie est l'ennemi de la civilisation européenne. Elle le dit à voix haute, elle le répète. Quand on regarde des informations sur la télévision russe, retranscrites notamment sur la chaîne LCI le soir, ce que dit Soloviev ou d'autres de Paris qui veulent anéantir Paris. Je vous rappelle que récemment, Medvedev voulait aller bombarder la Cour pénale internationale de La Haye pour punir les juges d'avoir inculpé Vladimir Poutine. Donc c'est à peu près ce niveau. Il faut pulvériser Paris, brûler Londres, détruire Madrid, Berlin naturellement, et faire des États-Unis d'Amérique un immense champ de cendres. Donc on ne peut pas dire qu'un pays qui laisse sa télévision d'État diffuser de telles nouvelles est un pays ami. Et à cet égard, vous avez très bien dit l'un et l'autre à quel point les deux grands partis populistes en France, le Rassemblement national et la France insoumise, sont favorables à la Russie par fascination de la force. Chez Mélenchon, c'est la force. Mélenchon adore toutes les brutes. Il adore Xi Jinping, Assad, Poutine, il adorait Castro, il adorait Chavez, Maduro. Tout ce qui tape lui plaît. Et quant au Rassemblement national, on pourrait dire de lui ce qu'on disait du Parti communiste dans les années 60, qu'il n'est ni à droite ni à gauche, il est à l'Est. Hier encore, Marine Le Pen sur Europe 1 expliquait qu'il fallait en finir avec ces sanctions qui pénalisaient les Français et provoquaient la raréfaction de l'énergie. Poutine, ennemi, mais on a un deuxième ennemi qu'on ne doit jamais oublier, qui est aussi à nos frontières, c'est la Turquie d'Erdogan, qui finance les loups gris des groupes terroristes. Encore hier, rue d'Anguin, au centre démocratique kurde, un homme a été arrêté. Il essayait d'arracher des photos des 3 Turcs tués par un soi-disant antiraciste qui aurait agi par pure haine des étrangers, alors qu'effectivement l'assassinat il y a quelques mois de 3 militants kurdes ne peut pas être un hasard. C'est forcément une action de la Turquie. Donc, ennemi principal, Poutine, ennemi secondaire, Erdogan. Et si nous faisons tomber le premier, eh bien, il y a de grandes chances qu'Erdogan soit en difficulté. Et derrière lui, l'Iran, soutenu par la Russie, et derrière l'Iran, toute la nébuleuse chiite, qui évidemment met en danger la paix du monde. Donc, je crois dans un cercle vertueux, et je partage tout à fait les inquiétudes des deux intervenants. Je pense que si nous tenons ferme la ligne, il peut y avoir une éclaircie pour l'avenir démocratique. Merci. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Pascal pour relancer Jean-Louis Bourlange et Christian Dequesne. Et après, vous pouvez évidemment poser vos questions. Il y a évidemment beaucoup de stimulation dans la dernière partie de l'intervention, notamment sur le couple franco-allemand. Donc là, il y a peut-être une réaction de mes deux voisins sur cette question. Est-ce qu'il faut enjamber l'Allemagne en quelque sorte, comme Pascal Bodmer vient de le dire? Et puis il y a une question et puis l'ensemble des puissances qui viennent d'être mentionnées, en particulier la Turquie. Donc ça me paraît intéressant que vous réagissiez tous les deux à ça, qu'ensuite la salle puisse s'exprimer, ou Nathalie ajouter quelque chose d'ailleurs. Je voulais simplement, à la lueur des 3 interventions, je me posais la question, si on n'assiste pas en effet à la fin de l'histoire telle que l'évoquait Jean-Louis Bourlange et reprenant les propos de Francis Fukuyama. La fin de l'histoire. Oui, alors pour le coup, je trouve qu'on peut s'interroger sur en tout cas la fin
d'un monde bipolaire et en fait une recomposition des puissances vers un monde multipolaire dans lequel on se demande en effet quelle va être la place de l'Europe et de l'Occident. Oui, je crois, là où je suis, je devrais être optimiste par fonction. Et c'est Pascal qui est optimiste et moi qui lui suis moins, mais je crois effectivement que l'expression que vous avez employée tout à l'heure, que cette guerre est quand même totalement révélatrice de la désoccidentalisation du monde. C'est quand même impressionnant, on est un peu dans l'image de Warren Buffett, quand la mer se retire, on voit les gens qui ont des maillots et ceux qui ne les ont pas, et nous sommes quand même extrêmement fragiles. Je pense qu'on ne peut pas, le contester. Lyautey, en 1914, a dit, de ce que l'Allemagne était une puissance que nous n'aimions pas, et dont le régime idéologique était encore extrêmement autoritaire. Lyautey a dit ils sont fous quand il a appris il était au Maroc à ce moment-là, quand il a appris la déclaration de guerre, il a dit ils sont fous, c'est la guerre civile. Et je dois dire que Dieu sait que je n'ai aucune complaisance à l'égard du système soviétique et du système post-soviétique, mais malgré tout, dans l'esprit de beaucoup de gens, notamment dans l'esprit de toutes ces idéologies, toutes ces cultures du Sud global, comme on dit maintenant, la Russie est une excroissance, est une dénaturation de l'aventure occidentale, cartésienne, maître et possesseur de la nature, et bien sûr ça s'est dévoyé, et d'une façon comme François Furet l'a parfaitement montré, la matrice en a été les excès du jacobinisme révolutionnaire qui ont conduit à cela. Et il y a quand même, quand on regarde ça de Sirius, il y a quand même l'idée que c'est une guerre civile de l'Occident, totalement absurdement conduite et odieusement conduite par Poutine, mais c'est une guerre civile. Je crois que ça ne sera pas sans conséquences. D'abord, la première conséquence, c'est l'effondrement total de la Russie par rapport à la Chine. C'est quand même quelque chose, mais nous-mêmes, en Europe, c'est une sorte de relatif effondrement par rapport aux États-Unis. Nous ne le vivons pas, et moi en tout cas je ne le vis pas d'une façon, je ne vis pas mon rapport aux États-Unis d'une façon négative. Je considère que c'est un allié, que nous avons énormément de choses en commun, mais il reste que nous sommes très affaiblis. Quand on voit la situation énergétique qui est la nôtre, et quand on voit la réaction, j'ai accompagné le président de la République à Washington quand il a été reçu par le président Biden. Ce qui m'a frappé quand on discutait de l'AERA, du plan, c'est à quel point, et je ne dis pas du tout ça d'une façon critique, polémique, etc., mais c'est à quel point ce plan était au cœur de la stratégie du Parti démocrate de reconquête des terres perdues, de la Rusty Belt, etc. Ils ont conçu un système relativement protectionniste, mais les Américains ont toujours été assez protectionnistes, en tout cas les Américains au Nord, et les tendances protectionnistes, elles existent partout, mais c'est une stratégie extrêmement réfléchie, extrêmement profonde. Ceux qui veulent, ceux qui estiment qu'on va la modifier, etc., s'illusionnent. C'est la façon dont les États-Unis ont décidé de reconquérir leur marché intérieur et de développer une industrialisation, de favoriser une industrialisation. Et nous ressentons très très fortement les conséquences de cela. Et quand je discutais avec un parlementaire européen, avec Laroutot tout à l'heure, qui s'occupe de ça au Parlement européen, et il me disait à quel point il était frappé de voir le nombre de centres de recherche, de sociétés qui allaient aux États-Unis parce que nous sommes incapables
de réagir, c'est pas du tout, il ne s'agit pas du tout d'en vouloir aux Américains, mais il s'agit de réagir de notre côté, de faire des investissements comparables dans le domaine de l'industrie, notamment de toutes les industries écologiques, et là on est lamentablement lent. Si bien, et c'est là où je crois qu'on ne peut pas enjamber l'Allemagne. On ne peut pas. Moi, je ne crois pas à la gravité. J'ai eu d'excellentes relations avec nos amis ukrainiens, bien sûr, avec nos amis polonais. J'ai quand même eu beaucoup de critiques, comme Christian. On est quand même des vieux communautaristes et on est un peu agacés par ce que disent les Polonais sur le refus de la suprématie du droit communautaire. C'est très simple, s'il n'y a pas de suprématie du droit communautaire, il n'y a pas de droit communautaire, c'est tout. Quand vous passez un bail avec quelqu'un, si vous revenez chez vous et que vous dites, bah oui, je remets en cause une disposition chez moi, par exemple le prix du loyer, bah, le loyer saute. Donc c'est la même chose. Donc on a eu un peu agacé avec les Polonais. Avec les Baltes, moi j'ai des rapports très très fréquents avec mes homologues baltes, je les ai reçus à Paris, ça s'est très bien passé. Et je pense que, évidemment, ils en veulent plus beaucoup plus que les Allemands, qui restent extrêmement ambigus sur les rapports avec... les Allemands ont été perturbés, mais en profondeur. Nous avons toujours un rapport avec la Russie, parce que, qu'est-ce que c'est que la Russie pour nous? C'est le pays avec lequel on est une grande puissance. On a eu Napoléon à Tilsit, on a eu Delcassé, on a eu l'Alliance franco-russe, rendre hommage aux Russes d'ailleurs, qui ont très bien mobilisé en 1914 et qui nous ont permis de gagner la bataille de la Marne. Bon, et puis après, on s'est illusionné. Le général de Gaulle en 1944 a fait 2 mois d'absence de France pour aller voir Staline. C'était simplement une quête de statut. Valéry Giscard d'Estaing, c'était la même chose. Il y a toujours eu une quête de statut à travers la relation avec la Russie. Et Emmanuel Macron n'a pas été totalement insensible à cet appel-là. Chez les Allemands, c'est beaucoup plus profond. C'est effectivement une relation, ils ont considéré qu'il y avait une relation profonde, durable, permanente avec la Russie. Ils se sont franchement illusionnés sur le développement de la société russe, alors que nous étions très prudents. La preuve, c'est que Emmanuel Macron a dit que ceux qui n'avaient pas compris que Poutine avait évolué relevaient de l'état profond du Quai d'Orsay, ce qui, enfin, depuis, il a fait preuve de... sa naïveté a sans doute, entre guillemets, a été abandonnée. Enfin, il y a eu ça au départ, hein. C'est quelque chose. Mais l'Allemagne, donc on a un vrai problème avec les pays baltes et avec la Pologne, on saura faire, mais le vrai problème est institutionnel avec ces pays. Et avec l'Allemagne, si nous n'arrivons pas à... C'est quand même le moteur, c'est quand même le moteur économique de l'Europe. Si nous n'arrivons pas à avoir un accord avec l'Allemagne, nous ne serons pas capables d'exister sur le plan technologique. Enfin, on a complètement raté depuis Lisbonne, au début du siècle, on a complètement raté. Lisbonne, on avait un cahier des charges, on devait être la société de connaissances, etc. Ça a été un échec absolument total. On n'a pas mobilisé, on n'a pas attiré les chercheurs, on ne les a pas payés, on n'a pas gardé les brevets qu'on faisait. Enfin, c'est un désastre européen. Et là, nous ne pouvons pas nous permettre, si nous ne relevons pas ce défi, alors que technologiquement, la guerre est devenue quelque chose de très cyber, etc., qui est extraordinaire, la guerre est extrêmement dépendante de questions technologiques. Si nous ne faisons pas un immense effort, ça ne marchera pas, et cet effort, il passe par l'Allemagne. Alors là où je suis d'accord avec Pascal, c'est que c'est pas facile, parce que les Allemands, c'est sans doute en Europe, les gens avec lesquels nous avons le plus de mal à se comprendre. Nous avons, quand on passe un pacte avec l'Allemagne, ça marche. En général, ça marche bien. Avec l'Angleterre, ça ne marche jamais. Nous faisons des coups tordus après. Mais on se comprenait. Avec les Britanniques, on n'a plus de mal à se comprendre. Ils ne raisonnent pas tout à fait dans les mêmes catégories. Je suis d'ailleurs d'accord avec ce qu'a dit Pascal sur l'armée allemande. Je pense que c'est plus du tout leur logiciel. Donc on a un vrai problème, et eux-mêmes ont un problème. Christian a évoqué les rapports entre les partis, mais à l'intérieur même du Parti social-démocrate, le chancelier se tait parce qu'il représente initialement le parti russe.
Alors, il a compris que ça ne marchait plus. Il a fait tout de suite ce grand discours, il s'est effrayé de son propre discours, et il est actuellement éperdu en ne sachant pas exactement quelles conséquences il doit tirer de tout cela. Mais c'est vrai que c'est le cœur pro-russe de la social-démocratie est au pouvoir actuellement en Allemagne. Et quand vous discutez avec les Verts, par exemple, ils sont sur une ligne très proche de nous, en réalité, sur le plan géopolitique, sur le plan économique. Les Verts, que ce soit la ministre des Affaires étrangères ou la secrétaire aux Affaires européennes, ils sont beaucoup plus proches de nous. Les libéraux sont proches de nous sur la méfiance à l'égard, enfin proche de la société française et de Macron quand il est militant au service de l'Ukraine. Ils sont ils sont tout à fait méfiants à l'égard d'une quantité de coccinrues, mais en même temps, ils ne veulent pas mettre d'argent, donc de majorité qualifiée dans toutes les affaires budgétaires sur le plan européen. Et la CDU, ils sont eux-mêmes très partagés. Quand on voit entre l'actuel leader, il est en fait lui aussi pénétré de l'idée qu'il faut être à la fois bien avec les États-Unis et avec les Chinois, et donc trouver une entourloupe financière. Quand, je disais tout à l'heure, quand l'Allemagne est en difficulté, elle met de l'argent sur la table pour essayer d'arranger la chose. Mais c'est ça. Et là, on a un vrai problème. Moi, j'ai reçu hier, dans la commission des affaires étrangères, on a reçu une délégation mon homologue et la commission des affaires étrangères du Bundestag. C'était poussif, c'était sympathique. Sur le plan personnel, on s'est invité à déjeuner, ça s'est assez bien passé, mais c'était poussif. Sur le plan politique, on avait du mal à arriver à quelque chose qui soit véritablement une ligne claire, où on dise, voilà, l'Europe en est là, il faut qu'elle relève ses défis technologiques, il faut qu'elle mette les moyens financiers pour le faire, il faut qu'elle mette les moyens juridiques qui lui permettent d'agir, il faut qu'elle se libère de toutes ces frilosités permanentes, de craintes qui fait qu'on ne peut pas avancer sur aucun plan technologique pour des raisons déontologiques excessives. Enfin, il faut qu'on sorte de tout ça, et là, on n'est pas prêt de le faire. Et moi, je trouve que là, vraiment, non seulement l'Europe n'est pas un tigre, mais l'Europe reste quelque chose, l'Europe, je ne parle pas de l'Ukraine, alors l'Union européenne actuelle reste quelque chose qui ressemble à un chat domestique. Alors entre le chat domestique et le tigre, il faut trouver une voie moyenne, comme disait René Meyer quand il a fait tomber Mannes France. Je ne puis croire qu'entre l'immobilisme et l'aventure, il n'y ait pas un moyen terme. Ce moyen terme, nous le cherchons. Oui. Oui, merci. Deux points. D'abord, sur les États-Unis. Bon, moi, je partage tout à fait l'idée que les États-Unis, bien entendu, sont un allié et que nous partageons avec les États-Unis un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs du monde occidental. Je sais qu'en France, on a eu souvent du mal à utiliser ce terme de monde occidental, alors qu'on l'utilise très facilement en anglais. Le West, c'est presque très banal de l'utiliser. Nous, beaucoup plus compliqué parce que nous avons toujours cette histoire qui fait que nous devions avoir à l'intérieur du monde occidental un chemin particulier. Et qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui dans l'expression. Et notre antilibéralisme. Et notre antilibéralisme, notre rapport au marché, et des choses qu'on retrouve d'ailleurs dans les positions politiques en France actuellement encore. Alors, ceci étant dit, on pourrait très bien considérer que les États-Unis n'ayant pas renoncé à défendre l'Europe, et là je pense que c'est véritablement le cas, on l'a vu dans l'action qui est menée en Ukraine, et finalement, je ne sais pas si ça aurait été très différent avec les Républicains. J'ai un petit doute là-dessus. Mais si nous considérons que, effectivement, nous pouvons, avec les Américains, essayer de penser à la défense du monde occidental,
À ce moment-là, ça aurait du sens de dire on joue la carte de l'OTAN, on renforce le pilier européen de l'OTAN, sauf que, et c'est là où ça ne marchera jamais, les Américains ne partagent pas la décision stratégique. Voilà. Parce que la culture de la grande puissance fait que il n'y aura jamais d'acceptation d'une parité entre les États-Unis et l'Europe à l'intérieur d'un dispositif de sécurité occidental. Ça n'est pas possible, c'est en désaccord profond avec la culture, alors là on peut dire d'autonomie stratégique, mais qui va avec une puissance forte des États-Unis d'Amérique. C'est la raison pour laquelle on est bloqué sur ce point. Donc ça, c'était ma première remarque. Ma deuxième remarque sur l'Allemagne. Je ne pense pas... je ne voudrais pas avoir mal compris ce que disait Pascal Bruckner, mais je ne pense pas que les Allemands aient un projet à l'Est, vous voyez, qui soit une sorte de reconstitution de la Mittel Europa. Parce que ça voudrait dire qu'ils ont un projet géopolitique. Je pense que la caractéristique de l'Allemagne, c'est d'avoir zéro projet géopolitique. C'est-à-dire que c'est un pays qui a renoncé totalement à la géopolitique, qui a renoncé à la culture stratégique, et ce, en raison du traumatisme qui a été celui de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment cette culture qui aboutit à une forme de pacifisme, finalement, est transmise de génération en génération par l'école, par l'éducation, voilà. Et donc, je crois qu'il sera toujours très très difficile de penser un projet stratégique avec les Allemands pour cette raison. Je pense d'ailleurs que ce que nous voyons dans les déclarations du chancelier Scholz, etc., c'est finalement l'expression depuis 10 ans d'une réflexion au niveau des élites politiques, c'est-à-dire, et ça on le sent très bien quand on est invité dans les think tanks, enfin, ça fait 10 ans que je vais régulièrement à Berlin, ça fait 10 ans qu'on s'interroge quand même sur le fait d'avoir une contribution quand même un peu plus active à la défense de l'Europe et du monde libre, mais en même temps, dès que vous arrivez au niveau de la société allemande, vous n'avez aucun relais. Donc c'est pour ça que ça ne marchera jamais. Aucun Allemand citoyen, j'allais dire, ordinaire, n'est prêt à acheter un projet stratégique ambitieux. Il y a un rejet culturel de cela. Voilà, donc nous souffrions d'une Allemagne qui était trop militariste. Aujourd'hui, nous souffrons d'une Allemagne qui est profondément pacifiste. Donc, Christian, si tu en es d'accord, on va... Donc maintenant, après cette conclusion très provisoire, de même que nous souffrons parfois que les États-Unis interviennent trop, puis ensuite qu'ils n'interviennent pas assez, c'est toujours difficile d'avoir le juste milieu sur cette question. Il y a une question que je mets pour plus tard, mais qui est quand même sur l'avenir de la Russie en cas de défaite russe et de sa relation avec l'Union européenne, et pourquoi pas une intégration européenne dans un pouvoir doux qui aurait succédé à Poutine. En tout cas, essayons un peu à de la politique fiction sur ces enjeux, mais en vous laissant réfléchir à cette idée-là, je donne la parole à la salle si vous voulez maintenant poser des questions. Jean-François Sarret. Merci. Moi, je me posais une question en vous écoutant et puis ayant réfléchi un peu évidemment à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est est-ce que nous ne sommes pas en train de nous mettre vis-à-vis de la Chine dans la même situation que nous nous sommes mis vis-à-vis de la Russie et que nous payons à l'heure actuelle? Et je précise un peu, nous avons vu que nous avions investi, nous les Occidentaux, notamment les Européens, beaucoup en Russie, et puis lorsque la guerre est arrivée, on s'est retrouvé en porte-à-faux et on était obligé de quitter la Russie, on le voit bien, avec beaucoup de difficultés pour les entreprises qui y avaient investi. En Chine, le degré d'investissement de nos entreprises, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient américaines,
est de l'ordre de 20 fois supérieure à ce qu'elle était en Russie. Or, la Chine dit clairement que c'est notre ennemi. Monsieur Xi Jinping l'a redit très clairement en Chine, hier à Moscou. Et donc, est-ce que nous ne nous trouvons pas vis-à-vis de la Chine dans la même situation de dépendance à un ennemi que nous nous sommes trouvés vis-à-vis de la Russie? Peut-être une deuxième question, une question là. Oui, Patrick Butor. Pour répondre à mon ami Jean-François Servet, je pense que la Chine a autant investi en Occident que nous avons investi en Chine. Donc le choix sera difficile. Quelques remarques par rapport à ce qui a été dit auparavant. Je pense qu'il ne faut pas parler beaucoup de franco-allemand. L'expression n'existe absolument pas en allemand. Aucun allemand ne dit ça. Et moi, j'ai eu une expérience assez douloureuse. J'étais récemment à la tête de recruter d'ISO sur les normes de sécurité. Les seconds pour moi au premier tour, au second tour, ils ont voté contre moi. Je sais pas ce qui s'est passé, au délégué allemand. Il m'a dit que c'est la secrétaire qui s'est trompé. Donc, on va ensemble. Et là, il a fini par me dire que finalement, la France était très bien, mais uniquement pour les vacances. Il a ça clairement incrusement. Ensuite, sur l'influence des Allemands en Europe de l'Est, j'avais négocié avec le chef d'identité destiné à l'Allemand une position commune à la Coalition Atlantique internationale et en Europe, et je lui ai demandé s'il pouvait nous aider à avoir des votes pour la Bulgarie, la Roumanie, etc. Mais il y a aucun problème. Quand j'étais à Berlin, sous-directeur d'identité, les gens qui sont à la tête sont des chefs de bureau, maintenant sont devenus directeurs comme moi. Je leur passe le coup de fil, je leur vote. C'était aussi clair que ça dans son esprit. En revanche, pour l'Afrique, tout à fait d'accord avec M. Bruckner. J'ai fait un voyage en Afrique il y a 40 ans de cela. Quand les vieilles Peugeot arrivaient quelque part, on était accueillis par tout le village, ils disaient Français reviennent, Français reviennent. Et il y a 10 ans encore, on était très très bien accueillis. Donc c'est pas un problème de colonisation, c'est vraiment un problème, effectivement, qu'on est perçu comme étant devenu faible dorénavant. Et je pense qu'il suffirait faire pour les Américains d'avoir un système de carte verte et de quotas, il y aurait la queue partout pour appliquer le modèle français, apprendre le français le plus possible, etc. Je pense qu'il suffirait de mieux organiser l'immigration pour aboutir à ce résultat-là. Et puis enfin, je pense qu'il y a un problème général pour l'Europe, c'est qu'on n'a pas de politique de long terme. On l'a en matière d'énergie, en matière de politique de défense, on voit plus encore en matière de démographie. Tous les programmes qui ont été mis en place pour avoir une politique de long terme n'existent plus, me semble-t-il. Oui, donc la question sur la Chine a été bien répondue et effectivement, ça marche ça. Les Chinois sont beaucoup plus redoutables que les Russes, parce que c'est quand même la réussite chinoise est un miracle extraordinaire. Et donc, je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'en cas de défaite de Poutine, Pékin rappelle le traité d'Aïgoun en 1857 qui a permis aux tsars de voler des millions de kilomètres carrés de la Sibérie. Et le traité a ensuite été complété par le traité de Pékin. Et donc un jour, il est possible que la Chine réclame sa pleine souveraineté sur des territoires volés par les Russes. Et je rappelle qu'en 1969, il y a eu une guerre très brutale entre Moscou et Pékin qui a fait, je crois, une centaine de milliers de morts, parce que c'est toujours beaucoup de gens qui tombent. Et on l'a dit avec raison, c'est l'empereur qui allait visiter son vassal. Ce n'est pas deux partenaires égaux qui se parlaient hier à Moscou, c'était l'empereur qui allait rassurer son vassal sur le soutien qu'il lui apportait. Moi, il y a une chose qui me frappe dans cette guerre, pour revenir à des préoccupations plus nationales, et ça a été dit par Christian et Jean-Louis, c'est le côté révélateur de la guerre. Un révélateur stratégique. Souvenez-vous, quelques mois après le déclenchement de l'invasion, un chef d'état-major, je crois que le chef d'état-major de l'armée française, a dit qu'en cas de conflit, notre armée ne tiendrait pas 3 jours, en conflit de haute intensité. Nous manquions de munitions, nous manquions de chars, nous manquions d'avions, nous manquions de troupes. Et depuis, la France, heureusement, s'est mise en ordre de bataille. Les usines qui fabriquent les canons César tournent, je crois que c'est un rythme 5-8 en permanence. Le budget de la défense a été considérablement augmenté. En réalité, il s'est remis au niveau, mais c'est quand même une très bonne chose.
Et sur ce plan-là, effectivement, il faut rappeler aux Français que nous sommes en guerre. Et j'ai regretté hier que le président de la République, dans son discours, que j'approuvais globalement, n'ait pas rappelé le contexte international, qu'effectivement la France ne pouvait peut-être pas se payer 3 mois de grève, des blocages, des incendies, des émeutes, alors que quand même nous sommes menacés par des puissances peut-être plus dangereuses que le simple allongement de l'âge de la retraite. Enfin, c'est un autre débat. Mais justement, à cet égard, l'attitude de l'Allemagne n'est pas une attitude tout à fait amicale, puisque les Allemands n'arrêtent pas de nous dire « Bon, vous voulez faire une Europe de la défense, commencez par mettre de l'ordre dans vos affaires, commencez par arrêter, par baisser votre déficit gigantesque, par rembourser votre dette, et il est possible qu'une France qui sera affaiblie par une politique sociale peut-être trop généreuse, ou par une continuation incessante des grèves, selon une tradition révolutionnaire qui est bien établie dans notre pays depuis 1945, ne sera plus considérée par notre voisin allemand comme un partenaire fiable. On nous regardera un peu comme des Gaulois exotiques qui s'amusent à rejouer la Révolution française, la Révolution de 1917, 1848, 1830, 1870, dans une sorte de grand remake où les sans-culottes promèneront la tête du roi sur des pics, brûleront son effigie, parce que c'est un peu ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Ce que disait tout à l'heure Jean-Louis sur les ratages après le traité de Lisbonne, c'est désolant, c'est désespérant. Pensez que les compétences françaises, le génie de nos chercheurs est obligé de s'expatrier alors que nous avons tous les moyens de le développer sur place, est quand même extrêmement triste. Et pour revenir un instant sur le Covid, l'affaire Moderna, quand le patron de Moderna, qui était français, est allé demander des crédits au gouvernement français, je crois qu'il a obtenu royalement 200 millions, et quand il s'est adressé aux États-Unis, il y a eu plusieurs milliards, et Moderna est aujourd'hui une entreprise florissante qui va développer la technologie de l'ARN messager pour toutes sortes de maladies. Et je me demande souvent, si j'avais 20 ans aujourd'hui, est-ce que je resterais en France? Et honnêtement, je ne suis pas capable de te répondre. Je ne suis pas capable, si j'étais un jeune homme de 20 ans... Non, il ne faut pas dire ça, il y a plusieurs membres de 20 ans de laboratoire. Oui, justement, c'est pour ça. Je compte pour la France de demain. Tout à fait, on a besoin d'eux, mais quand même, on peut s'interroger sur l'état de déliquescence du pays. Merci, merci. Alors, oui, non, juste un mot sur la question de la perception qu'ont les Allemands de la France. On a tous des obsessions dans la perception des autres. Les Allemands sont obsédés par la macroéconomie. Donc, si nous, Français, prétendons avoir du leadership, il faut qu'on en tienne compte quand même. Et donc, je crois qu'effectivement, nous ne pouvons pas prétendre avoir un leadership en Europe si nous ne mettons pas un peu d'ordre dans nos finances publiques. Et ce n'est pas simplement les Allemands d'ailleurs, c'est tout un groupe d'États au nord de l'Europe dont les Allemands se servent voilà, très bien tactiquement dans les négociations. Et c'est vrai des réformes de notre pays de manière générale. Je ne veux pas maintenant parler du sujet de la grève du jour, mais c'est très important ce type de réforme aussi pour la perception qu'ont les autres, si nous prétendons toujours à vouloir avoir un leadership en Europe. Je ne sais pas si vous avez regardé la presse allemande, moi je lis la presse allemande très régulièrement depuis 3 semaines, mais ils ne comprennent rien sur cette question des retraites. Ils ne comprennent pas le problème. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer en France. Ils ne comprennent rien. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas où est le problème. Voilà. Donc, tout ça, il faut quand même qu'on en prenne conscience, ou alors nous renonçons totalement à notre leadership. Bon, ça c'est une autre possibilité, mais je ne suis pas tellement le genre de la France quand même. Merci. Je donne la parole à Jean-Louis Bourlange. Il y a 2 questions, je crois. Et il nous reste 10 minutes, voilà, ces 2 questions-là, et il nous reste 10 minutes. Voilà. D'abord, sur la politique, moi je me rappelle j'ai reçu il y a quelques semaines des congressmen américains qui me disaient, essayer de comprendre la politique française, j'étais obligé de leur dire
La politique française n'a jamais été compréhensible par les étrangers. Ça les a vachement. Maintenant, elle a cessé d'être compréhensible par les Français eux-mêmes. Remarque sur la Chine. Je crois que notre analyse, en tout cas, je parle à la fois le Quai d'Orsay et les experts, c'est qu'il s'est passé quelque chose de fondamental en 2013 avec l'arrivée de M. Xi, que c'est une rupture, un basculement totalitaire, progressif, absolument décisif, qui nous pose des problèmes, parce qu'en même temps, nous ne pouvons rien faire, par exemple sur le plan climatique, sans la Chine, ça nous pose des problèmes, mais ça pose des problèmes immenses aux Allemands, et ça les angoisse terriblement, parce qu'ils ont toujours refusé une politique de réciprocité en matière d'atteinte à la concurrence, et maintenant, les industriels, notamment les fabricants d'automobiles allemands, sont en train de découvrir que la Chine va devenir, d'ici 20 ans, une grande puissance de production automobile. Donc ça ajoute à un désarroi allemand qui est très, très profond. Sur l'Afrique, ce qui me frappe, je comprends très bien que Pascal dit la force, oui, mais c'est vrai que la faiblesse est sanctionnée, mais que la force n'est pas non plus possible. Nous sommes dans une situation qui relève vraiment de la loi de Tocqueville en Afrique, c'est-à-dire que quand Tocqueville dit c'est pas quand les choses ont de mal en pis qu'elles sont insupportables, c'est quand les abus disparaissent que ceux qui demeurent, ou les privilèges qui demeurent, sont insupportables. Et c'est exactement ce qui se passe. Nous avons effectivement abandonné toutes les politiques de force, de puissance qui nous valaient de l'influence dans ces pays. Maintenant, nous sommes tout nus, et ce que montre quand même le recours à Wagner est quand même très significatif du fait que ce n'est pas en affirmant des valeurs humanistes et le respect des droits de l'homme que l'on arrive à retrouver un accord avec les Africains. Donc là, on est dans une situation véritablement délicate. Le troisième élément, c'était sur les... comment... Non, tant pis. Ça va revenir. Oui. Il nous reste deux questions, un peu brèves. Merci au fond du Florian et madame. Bah non, mais ça peut être... Merci, c'est pas une question, c'est une proposition. Je m'appelle Oksana Minutio, je suis ukrainienne. Et je voudrais dire que même si la politique française n'est pas très compréhensible pour nous, mais je veux vous assurer que pour les Ukrainiens, il n'y a pas de l'Occident collectif. Ce qui nous inspire, c'est la République française et votre culture de la démocratie. Donc c'est la France qui inspire les peuples comme le peuple ukrainien dans notre lutte. Et la proposition que je voudrais vous faire, en réponse, vous avez dit qu'il vous manque des projets ambitieux stratégiques. Je pense que l'adhésion avec l'Ukraine, ça pourrait être un projet ambitieux stratégique, parce que l'Ukraine, ce n'est pas seulement les problèmes. L'Ukraine, ça pourrait être une grande solution pour la France. Déjà, votre président, en ma connaissance, a rêvé toujours d'avoir l'armée européenne. Vous avez déjà une armée prête en Ukraine, parce que c'est une nouvelle armée, la plus performante du monde, peut-être. Une plus armée au monde, certes. Selon les études de l'Association européenne de gaz, l'Ukraine possède les ressources énormes en gaz suffisant pour 30 années à l'avenir pour vraiment accomplir les nécessités de l'Europe. Et vous avez parlé aussi des technologies. Vous savez, je pense qu'il ne faut plus les chercher en Allemagne. Vous pouvez trouver les technologies, surtout tout ce qui est le secteur IT aujourd'hui en Ukraine, parce que c'est la guerre toujours qui montre les capacités d'innovation et de développement des technologies. Il paraît que ce sont les technologies qui gagnent la guerre et pas les combattants. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons une vraie effervescence et potentiel technologique et innovatif de l'Ukraine. Un simple petit exemple. Korolov était ukrainien. Sikorsky, qui inventait le père était ukrainien. Malevich était ukrainien. Il y a plein d'autres, tous les armements nucléaires, les fameux missiles soviétiques étaient produits en Ukraine par les ingénieurs ukrainiens. C'est pour ça que les Ukrainiens n'ont pas peur du nucléaire russe, parce que nous connaissons qui les a fait. Ce sont les Ukrainiens en Russie, il n'y a pas des spécialistes qui l'ont fait. Donc,
ma proposition, regardez sur l'Ukraine comme le plus grand projet ambitieux-stratégique pour l'Europe du futur. Et vous trouvez en Ukraine les gens qui ne vont pas vous donner les leçons, plutôt vous écouter avec les yeux grands ouverts. Notre dicton préféré et le dicton de notre président préféré, c'est un pour tous et tout pour un. Donc nous avons toujours un grand exemple de la France devant nous et nous vous respectons beaucoup et prêts à coopérer. Merci beaucoup. Bonjour, salut Pascal. Je voulais me ranger du côté de Pascal parce que je vous trouve tous les deux très pessimistes. Et c'est vrai qu'on a les révolutionnaires en charentaise dans la rue en ce moment, c'est vrai. Mais j'en ai un petit peu assez qu'on s'excuse tout le temps, comme Pascal. Pascal a fait un très beau bouquin là-dessus que j'ai adoré. Et on s'excuse toujours, et c'est pour ça qu'on est en état de faiblesse en Afrique. Parce que si on est faible et qu'on s'excuse tout le temps, on n'a pas du tout les épaules là pour eux. Mais bon, ils ont pris notre pognon quand même, pendant très longtemps. C'est tout. La deuxième chose, c'est que sur l'Ukraine, bravo madame, merci, on n'est pas si nul que ça. Vraiment. Je trouve que Macron a été plutôt bon, pas au début, mais assez de se flageller nous-mêmes. Excusez-moi, mais j'ai trouvé vachement sévère. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, merci. Ces deux interventions vont aider à conclure. Qui veut reprendre la parole parmi nous trois? Non, je dirais juste un petit mot. Je comprends tout à fait le rapport qui peut être fait entre excuse et faiblesse, et en même temps, j'ai envie de dire, la capacité à s'excuser, c'est ce qui fait de nous des démocrates. C'est-à-dire que les totalitaires ne s'excusent jamais. Donc, j'ai quand même envie de temps en temps de pouvoir conserver la possibilité de m'excuser. Christian a parfaitement raison. Oui, ça marche. Merci. Oui, donc Christian a parfaitement raison. Il faut... la démocratie, c'est ce régime qui reconnaît ses propres crimes. Mais il y a longtemps quand même que nous n'avons pas commis des crimes. Et le colonialisme, il faut le rappeler, s'est arrêté dans les années 60. J'ai l'impression que l'anticolonialisme va durer plus longtemps que la colonisation. Le colon algérien qui ne cesse de ressasser les exemples de notre vilainie, alors que les Turcs qui ont occupé l'Algérie pendant 3 siècles sont eux accueillis comme des libérateurs. Et ce qu'a dit tout à l'heure Oksana me paraît important, et je pense que nous avons souffert en France, nous souffrons encore dans l'intelligentsia d'une sorte de romantisme pro-russe qui fait que quand nous pensons à la Russie, nous pensons à Rachmaninov, Tchaïkovski, Pouchkine, et nous voyons la neige qui tombe, les sanglots et la mélancolie russe, mais il va falloir simplement que le monde slave soit rapatrié aujourd'hui sur l'Ukraine, qui est un très grand pays, qui effectivement a donné naissance à de très nombreux poètes et écrivains que les Russes se sont accaparés. Et sur la Russie, moi je lis les écrivains russes, et il y en a un qui m'a éclairé, que j'ai commencé à lire au lendemain de l'invasion, c'est Vassili Grossman, et qui a dit très simplement une chose que le marquis de Custine avait déjà vue, que la véritable passion de la Russie, ça n'est pas la liberté, c'est la servitude. Et que l'âme russe, c'est la mélancolie qui naît d'une inclination absolument irrépressible vers l'esclavage. Et Custine disait la même chose, que la Russie est une grande prison et que le tsar n'était simplement qu'un geôlier au milieu d'autres prisonniers. Et donc, je pense que la libération de l'Ukraine, je n'ai aucun doute là-dessus, les Ukrainiens vont se libérer et vont battre les Russes, va nous obliger à regarder le monde slave avec des yeux peut-être un peu moins romantiques, mais un peu plus historiquement exacts. Oui, c'est Oksana. Je crois qu'on n'a pas dit ici, personne
n'a sous-estimé le rôle actuel et futur de l'Ukraine. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que l'Ukraine nous a totalement étonnés. Avant le 24 février, nous étions absolument convaincus que l'Ukraine, c'était rien. C'était un pays qui avait conquis sa liberté dans des conditions difficiles, mais c'était une administration corrompue, très attardée sur le plan économique, et nous avons été absolument émerveillés, d'abord par la capacité de résistance morale, et Dieu sait qu'ici ça fait un peu défaut, la capacité de résistance morale du pays, ensuite par sa capacité de résistance militaire, puis nous avons reçu et accueilli des réfugiés dont nous nous sommes aperçus qu'ils étaient 10 fois meilleurs que nous en mathématiques, ce qui quand même nous a posé un problème, malgré les efforts de Jean-Michel, nous avons trouvé, on ne corrige pas des défauts de mathématiques en quelques années, Jean-Michel. Je fais une incise là-dessus. Oui. C'est parce que c'est drôle, cette histoire est drôle. Parce que c'est une histoire d'autoflagellation. C'est vraiment, apparemment, c'est mon seul désaccord ce soir. Et c'est fascinant ce phénomène d'autoflagellation française. Parce qu'à chaque fois qu'on veut dire du mal de nous-mêmes, et nous y adonnons beaucoup, nous nous référons à PISA. Si je regarde l'Ukraine dans PISA, et j'aime l'Ukraine est très en dessous de la France dans PISA. Simplement un jour, il y a un reportage d'une chaîne d'information continue pour montrer un bon élève ukrainien en train de faire des maths, sachant qu'en plus ils ne sont pas représentatifs de tous les élèves ukrainiens. Et là, parce que cet élève-là est supérieur, d'un seul coup, il y a la fable de l'Ukrainien meilleur en maths que le Français. Et c'est typique des clichés qui circulent sur notre système éducatif. Donc, pardon, je suis un peu passionné dès qu'on est sur ces sujets-là, mais je suis fasciné. Non, mais c'est fascinant de voir comment on va aller à chaque fois capter la chose qui permet de dire du mal de nous-mêmes. Et ça fait un peu écho à des choses qui se sont dites. Pourquoi est-ce que, sur ce sujet-là, on ne va pas dire, regardons dans PISA, où en est l'Ukraine et où en est la France. Et alors là, je suis strictement pour rien, parce que le dernier PISA, qui est mauvais pour la France, et je ne suis pour rien, est quand même moins mauvais que pour l'Ukraine, ce qui est ainsi, et espérons que dans les temps à venir, les deux vont progresser. Mais en tout cas, je ne veux pas que ce cliché perdure, parce que tout simplement, il est typique de cette espèce d'autoflagellation qu'on a en permanence sur nous-mêmes. Bon, j'ai mis manifestement le pied là où il ne fallait pas. Mais je maintiens, non pas sur les mathématiques, je m'en retraite sur des positions préparées à l'avance, mais quand on voit la capacité de cyber, par exemple, d'un pays comme l'Ukraine, on voit que ce n'est pas du tout un pays en retard. On voit qu'il y a une capacité, quand on voit les capacités manœuvrières de l'armée, la chaîne logistique, cet État prétendument corrompu, et qui est certainement très largement corrompu, et tout ce qu'on sait, c'est que les mesures n'ont pas encore été prises, notamment dans le système judiciaire, pour éliminer la corruption. Malgré tout, c'est un État qui ne dysfonctionne pas du tout comme on pouvait le penser, alors que l'État français, je suis désolé, là, il n'y a plus de mathématiques, hein, j'espère, dysfonctionne très largement dans un ensemble de missions qu'il assure. Donc, véritablement, moi, je suis convaincu que l'Ukraine elle apportera d'abord la vaillance, ça c'est quand même quelque chose qui manque. Hein. Moi, je suis la rédaction du commentaire, et commentaire, on a en exergue la phrase de Thucydide, il n'est pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans vaillance, mais à part dans la rédaction de commentaires, la vaillance n'est pas la caractéristique dominante actuellement, non pas de l'armée, qui est un des choses qui marche bien en France, ça répond, bon, mais quand même, dans l'ensemble, on manque absolument de ce qu'on appelait le courage étant une notion ambiguë, qui signifie à la fois donc l'audace, la prise de risque et l'effort. Quand en Normandie, moi je vois les gens me dire, oh, il est courageux, il se lève tôt pour travailler. Bon, ça, les Ukrainiens nous apportent ça. Ce que vous devrez accepter, et ce que nous devons nous-mêmes vous imposer, ce sont les disciplines collectives qui sont celles de l'Union européenne. Et d'ailleurs, c'est le discours qu'il faut tenir aux Polonais. Les Polonais nous disent, il faut faire rentrer les Ukrainiens très vite. Moi, je dis d'accord, absolument d'accord, mais arrêtez de saper les modes d'organisation, de fonctionnement de l'Union européenne. Celle-ci a besoin d'efficacité, de majorité qualifiée, de moyens financiers,
de surveillance, de moyens de surveillance de la corruption, de lutte contre la corruption, parce que la corruption dans un pays, c'est la corruption du système de l'Union européenne, donc nous devons faire ça. Et ça, nous avons à vous apporter l'idée qu'on peut être une nation libre en étant une nation heureuse, une nation protégée, une nation réglée par le droit. Ça, nous pouvons vous l'apporter, et vous nous apporterez le fait, qu'on ne peut pas être une nation heureuse si on ne se bat pas, si on ne se mobilise pas, si on ne travaille pas, si on n'innove pas, si on ne prend pas le risque de mourir pour les raisons qui nous font vivre. Ça, je crois que c'est quelque chose de tout à fait essentiel, et je ne peux pas ne pas évoquer ce qui se passe actuellement en France. Je ne veux pas déborder, mais c'est effectivement, moi je suis saisi, je l'ai dit ce matin, invité chez Demorand, j'ai dit à peu près ça, je suis saisi par l'angoisse. Je suis saisi d'angoisse par la façon dont les Français vivent ce rapport à la réforme des retraites, qui est une réforme misérable. On va augmenter la durée de travail de 8 mois. Ce cinéma, ce psychodrame, alors que les Ukrainiens meurent par dizaines de milliers actuellement, a quelque chose de profondément indécent, et nous passons totalement à côté de notre responsabilité, qui est effectivement de nous inventer, de créer, de nous mobiliser, de travailler plus. On doit, comment voulez-vous qu'on soit respecté par les Allemands alors qu'on a un déficit budgétaire permanent qui montre que nous consommons simplement toujours plus que ce que nous produisons? Comment voulez-vous que nous soyons capables de répondre aux aspirations des Français en matière scolaire, en matière hospitalière, en matière de réchauffement, de lutte contre le réchauffement climatique ou en matière militaire, alors que nous avons une production qui est... Nous avons le nombre de gens qui travaillent, le nombre d'heures travaillées par habitant inférieur à celle de tous les autres pays développés. C'est ce discours-là que le président a eu le tort de ne pas tenir. Il l'a tenu un court moment en juillet. Et puis on est passé devant ces trucs incompréhensibles sur les finances, les trucs, les carrières longues, tout ça n'avait rien à voir avec le sujet. Le sujet, c'est il faut se travailler plus, travailler mieux. Ça passe par des tas d'efforts. La réduction du chômage a été un instrument, l'allongement de la durée de vie active en est un autre, la formation permanente en est un troisième. Nous devons nous mobiliser. Nous avons engagé il y a quelques années un redressement qui est très intéressant, qui a donné de bons résultats. Et ça a été cassé par le Covid, ça a été déréglé par la guerre d'Ukraine, et maintenant nous devons reprendre notre marche en avant, et ça ne peut pas ne pas passer par une mobilisation de nos forces profondes. Et je trouve que l'espèce de terreur qui s'empare des Français à l'idée de devoir travailler un peu plus, a quelque chose de vraiment très impressionnant et très grave sur notre capacité à relever les défis que nous avons posés ce soir, à tenir vis-à-vis de nos partenaires, l'Ukraine, mais l'Allemagne, etc., un discours qui nous permette d'entraîner l'Europe comme nous l'avons naguère entraîné. Ça, c'est quelque chose de très profond qui menace. Et quand on voit que même la radicalité, ça consiste chez Mme Le Pen, à dire qu'on va faire la retraite à 60 ans, on est saisi de vertige par tout ça. Non, il faut vraiment que la France sorte du déni de réalité dans laquelle elle s'enferme. C'est ça, l'Ukraine, c'est un rappel au réel terrible, un rappel au réel qui a représenté un défi que vous avez relevé. Maintenant, nous n'avons pas trop mal réagi, mais il s'agit vraiment de passer à la vitesse supérieure, et je souhaite véritablement que les forces politiques, le président de la République, le gouvernement et les principales forces politiques qui se réclament des valeurs qui sont les nôtres, sachent se mobiliser, parce que, je citais dans l'opinion hier le mot de Malatesta, le mot de Malatesta dans la pièce de Monterland, est-il si tôt trop tard? Je ne voudrais pas qu'il soit si tôt trop tard pour notre pays. Je vous remercie. Merci à vous quatre, merci à vous tous d'être venus, et ça s'est étoffé tout au long de la soirée. Donc merci et à très bientôt pour les nouveaux événements du laboratoire de la République.